situation quotidienne, c'est qu'on a affaire à une décision politique de mettre des jeunes qui, visuellement, n'en ont absolument rien à foutre de Nuit debout. Et de mettre ça sur la place où, il y a encore quelques jours, on refaisait le monde tous ensemble. Et on prend des jeunes, c'est-à-dire des gens intouchables dans cette démocratie, qui en ont mais vraiment rien à foutre, et on les montre. Et nous, on doit se replier. Dites-vous bien que s'ils peuvent mettre un stade de foot ici, ils le feront. Ils feront. Le foot va être répressif, le divertissement à outrance va être répressif. Et au bout du compte, on voit bien que l'ennemi aura un visage souriant, un visage avenant, un visage absolument sympathique. Et derrière lui, il y aura des valeurs absolument antidémocratiques. Si on entend par démocratie la mise ensemble du peuple à partir de valeurs communes pour prendre parti aux affaires publiques. Je vous rappelle juste une chose, c'est que la démocratie en Grèce, puisque c'est une référence assez obligatoire, était fondée sur une valeur intéressante, l'isonomie. Alors l'isonomie, c'est quoi? L'isonomie, c'est la fusion de la liberté et de l'égalité. On ne sépare pas dans l'origine grecque de la démocratie la liberté de l'égalité. C'est pareil. Et qu'est-ce qui fonde l'isonomie, cette valeur essentielle, liberté, égalité fusionnée? Et bien c'est la police avec un S, attention, la police avec un S, c'est-à-dire le fait de vivre ensemble. Dès que vous sortez de la cité, alors c'est la loi de la jungle qui peut reprendre. Dès que vous êtes dans la cité, dans la police, alors l'égalité, liberté, l'isonomie doit être instituée. Donc en fait on voit bien que l'enjeu premier d'une imposition nouvelle des valeurs, d'une réflexion sur les valeurs, d'une réflexion citoyenne sur le vivre ensemble dans la dignité, l'enjeu est la rue, dans tous les sens du terme. Jacques Rancière est un philosophe essentiel pour cela, et Jacques Rancière nous disait qu'au bout du compte, la police, avec CE à la fin, n'a qu'une seule fonction, c'est de nous dire vous devez circuler. Le but de la police, même si elle peut montrer une forme de violence, d'arrogance et tout ce qu'on peut lui reprocher, en ces temps obscurs, en tout cas, ceux qui ont été révoltés par la manifestation du 14 juin et comment les CRS ont été lâchés alors qu'il y avait vraiment peu de choses à critiquer sur la manœuvre enflammée. On voit bien ce que c'est. Le but de la police, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, c'est-à-dire vous n'avez pas à vous rassembler dans une place, vous n'avez pas à être dans la rue. Et peut-être que la première des valeurs d'une citoyenneté responsable, ce serait justement la réhabilitation de l'espace qu'est la rue. On voit comme ici aujourd'hui des gens différents, des gens avec des avis contraires à ce que je suis en train de dire, des gens qui doutent, des gens qui cherchent, des gens largués, des gens intéressés. Tout cet univers humain qui forme la démocratie, qui forme la richesse de cette nation, rassemblés dans la rue à un point où on arrête tout d'un coup de circuler. Et tout d'un coup, on discute et on refait le monde. Le rôle de la police, c'est de circuler. Et la mascarade grotesque qu'on a eue aujourd'hui, cette manifestation grotesque dans ces conditions opératoires, circuler, c'est-à-dire tourner en rond. Et donc on laisse quand même cette possibilité à la fois de donner un vernis de démocratie et à la fois, évidemment, on tourne en rond. Retenez bien ça parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire là, ils tournent en rond. Regardez le football, ça tourne en rond. Et ça, c'est le hamster, c'est la valeur antidémocratique par excellence. La hamstérisation de la société. C'est quoi le hamster? Vous avez peut-être vu des hamsters dans une cage, c'est peut-être un animal de compagnie que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Le hamster, il a une petite roue pour se défouler, parce que sinon il pète les plombs dans sa cage. Alors il se met dans sa petite roue, le hamster, et il cavale. Et puis au dehors de la cage, il y a un monde incroyable, un monde brillant, avec des cacahuètes, je sais pas ce qu'il mange, des graines à gogo. Et il a l'impression de sortir de la cage en cavalant tout droit, et il fait du surplace, mais il s'en rend pas compte. Eh bien, l'entertainment aujourd'hui, le tiditainment, le divertissement que l'on glougloute, comme on glougloute le sein maternel pour s'abreuver et pour se calmer tous ensemble, fonctionne par hamstérisation. Les individus qui, plutôt que de tenir une position, de tenir un lieu, vont être invités à tourner en rond, croyant traverser le monde entier et ne faisant que du surplace. Et on a ça aujourd'hui qui va grignoter Nuit debout, et la résistance devrait être justement dans la fixation sur le point d'arrêt. Là, évidemment, on ne peut vanter que des valeurs de colère et de résistance, parce que la colère est légitime,
la séparation du peuple et de ceux qui justement veulent changer la donne entre casseurs d'un côté, gentils manifestants de l'autre. Cette séparation grotesque-là doit être aussi le ferment d'une colère nouvelle. Et donc si je vais avec vous essayer de voir les valeurs démocratiques, peut-être dont on aurait besoin pour faire en sorte que Nuit debout et tous les mouvements de conscientisation démocratique, de jury citoyen, etc. puissent trouver des points de convergence au-delà de la politique bureaucratique ou de l'organisationnel. Alors la première des valeurs, je l'ai mentionné, c'est la haine. C'est la colère profonde qu'on a au fond de nous-mêmes. Et on a tous des raisons d'avoir la haine. Et la haine n'est pas un gros mot. Et la haine peut avoir un usage tout à fait légitime. Et la haine, de toute façon, c'est pas tellement compliqué dans la hamstérisation générale de la sortir. Et la première des haines, c'est quoi? C'est la haine qu'on va tous crever. C'est la haine. La haine par rapport à une vie avec des promesses qui ne seront pas tenues. La haine par rapport à des familles qui se déconstruisent. La haine par rapport à des enfants qu'on est obligé de donner à l'éducation nationale parce qu'on a besoin d'une garderie et qu'on sait qu'ils vont être détruits par un système qui va les dresser dans la compétition généralisée. Mais on a la haine parce qu'il faut bien bosser, il faut bien taffer et donc on a besoin d'une garderie. Et aujourd'hui, l'école, c'est la garderie généralisée. Et les tentatives qui sont un peu, je dirais, authentiquement révolutionnaires en termes éducatifs, eh bien, ces tentatives sont avortées, sont difficiles. Je pense à l'école démocratique, justement, et à beaucoup d'autres tentatives, évidemment, tuées dans l'œuf. Donc là, il y a une prise de conscience de la colère qu'on a en nous. Un mouvement comme Nuit debout ne peut pas se pérenniser si on ne puise pas dans cette valeur d'une injustice profonde face au monde et d'une colère légitime. Et la colère, elle est légitime à 3 conditions. Sinon, évidemment, elle tourne en rond, elle devient un poison qui infecte l'âme. La colère est légitime quand elle se partage par la parole. Et le sens même de la démocratie dans ses origines grecques, c'est justement que les citoyens sont tous doués de parole. Et la parole, vous le savez bien en grec, le logos, c'est à la fois la raison, la capacité rationnelle de se mettre d'accord tous ensemble, et la parole, c'est aussi le verbe, la capacité à s'entretenir tous ensemble, à refaire des scénarios alternatifs sur le réel qui nous est donné, et à dire, sur tel et tel point du réel, je conteste, je ne suis pas d'accord. Et dans mon je ne suis pas d'accord, il y a aussi, par la parole, l'imagination créatrice. C'est l'enjeu numéro 1 de Nuit debout en juin 2016. Il faut que des jeunes de 15 ans et des vieux de 90 ans se mettent à imaginer le monde de demain. Il faut augmenter la capacité créatrice des gens. Il faut proposer des modèles de société. Ça peut se faire sur du YouTube, ça peut se faire dans la rue, ça peut se faire par du slam, ça peut se faire par de l'énergie démiurgique, ça peut même se faire en jouant au football. Il faut absolument que l'on titille la démiurgie populaire et que l'on propose des modèles tellement inspirants, incarnés par des situations et des exemples tellement inspirants que tout d'un coup, des gens qui font du skate ou des gens qui sont dans leur petite cage de hamster se mettent à éteindre un peu la télé et le football et se disent « Bon Dieu, mais il y a quelque chose là qui m'excite ». Et comment ça m'excite? Parce que j'ai l'impression que la haine que j'ai en moi, non seulement elle est respectée, elle est légitime, mais qu'en plus elle peut trouver des traductions d'amour, des traductions de vivre ensemble décentes. Je peux enfin curer ma haine, je peux enfin trouver dans le rapport aux autres par le verbe, je peux trouver une thérapie personnelle. Encore faut-il avoir ce fond de rage sourde. Autre point positif de la haine. La haine, elle est commune en dehors des classes sociales, en dehors des origines. La haine, vous la trouvez dans les banlieues défavorisées, vous la trouvez dans les étudiants précarisés, la haine, vous la trouvez dans celui qui se fait tabasser injustement, mais vous la trouvez aussi dans le petit vieux qui a vécu un peu mai 68 et qui dit « mais je comprends les jeunes ». Et vous savez quoi? La haine, vous la trouvez même chez les policiers. Il y a des policiers qui décident d'avoir la matraque légère. Je sais, ils sont pas nombreux aujourd'hui, mais il y a aussi une prise de conscience de cette haine-là. Cette haine est partagée par tout le corps social. Alors, la promesse d'une haine juste, première chose, c'est effectivement de transformer cette haine en projet inspirant. Lui, il a fait l'Odéon, en projet qui nous promet à l'horizon que cette haine va être purgée collectivement, ce qu'Aristote appelait la catharsis. Il faut bien sûr ne pas plonger dans la haine et tourner en venin. Il faut confondre les haines et voir que des haines collectives, de la collectivation des colères et des injustices, peuvent naître des grands rires pleins d'irrévérence et de poésie.
peuvent naître des projets où l'utopie est à portée de main, à portée de stylo, à portée de smartphone, à portée de jambes qui marchent ou qui tiennent une position. Le deuxième point fondamental pour que la haine puisse être une valeur de fondement démocratique, c'est que cette haine, véritablement, doit inclure et non pas exclure. C'est une haine qui doit être une haine contre toutes les discriminations. Et ça, c'est fondamental. Une haine qui viendrait classer la société et rajouter des étiquettes en disant toi ça va, tu peux passer, toi tu vas être discriminé, est une haine absolument dangereuse. Et donc il s'agit déjà plus d'une haine, il s'agit déjà d'une colère qui cherche dans le rapport aux autres et l'étiquetage que nous faisons tous les uns les autres, on s'étiquette tous, qu'on le veuille ou non, nous sommes victimes du langage, nous sommes victimes des mots pour décrire des gens et des gens qui ont une couleur de peau, et ben on va utiliser le mot qui correspond à la couleur de peau. Bien sûr, nous avons besoin des mots, et bien sûr, les mots sont menteurs, les mots sont des caricatures, et peut-être le mot qui est la plus grande caricature, et Nietzsche le disait déjà, c'est le mot « je », J-E. Quand je dis « je » dis quoi? De qui je parle? Est-ce que je parle du soldat qui va au front? Est-ce que je parle du bon père de famille? Est-ce que je parle du nazi qui peut être un bon père de famille? Un seul jeu pour autant de multiplicité d'individus en moi-même, notre flot de conscience complètement différent. On peut à la fois aller au travail et se soumettre à l'autorité, et se soumettre aux injustices parce qu'on veut garder son travail, et à la fois être à nuit debout et gueuler et exprimer intelligemment un fond de révolte qu'on a en soi. Et donc le jeu qui consisterait à dire que l'identité elle est une, c'est la première définition qu'il faut dépasser. Et ce que j'ai vu à nuit debout en y allant très souvent, ce que j'ai vu c'est que dans la confrontation des opinions, dans la confrontation où on parle à un jeu et que le jeu tout d'un coup devient accessible, ce qui est une immense chose, et Nuit debout est déjà un succès pour ça. Le jeu, les jeux entrent en jeu tous ensemble et on se rend compte que la galère de l'un, eh bien finalement je l'ai traversée, je l'ai vécue, je peux l'éprouver. On se rend compte que derrière les étiquettes qu'on met fondamentalement sur les autres, on se rend compte des points communs et non pas des points de divergence. On se rend compte des choses communes, peut-être de larmes communes, mais pleurer en commun. Pleurer en commun sur une place publique, c'est déjà se rendre compte qu'on est plusieurs à pleurer. Et c'est déjà trouver un ferment d'espoir pour commencer à sécher ses larmes et trouver des solutions d'avenir. C'est Miguel Unamuno, un philosophe espagnol, qui disait ça. Les esclaves, vous savez, c'est Gramsci aussi. Gramsci disait pourquoi dans la Rome antique, on ne voulait pas que les esclaves aient un habit particulier. Il fallait qu'ils s'habillent de façon, je dirais, non détectable. Parce que si jamais les esclaves, on leur mettrait, je sais pas, une tunique particulière, ils se rendraient compte du nombre conséquent d'esclaves dans la société. Et tout d'un coup, ils se rendraient compte du pouvoir qu'ils auraient. Et voilà pourquoi, dans une logique évidemment répressive et policière, je dirais même préventive, et je dirais même fascisante, si on définit le fascisme comme une répression préventive, dans une logique littéralement fascisante, il s'agit de faire en sorte que les esclaves ne se rendent pas compte de leur nombre et de leurs larmes communes et de leur haine commune, et on va diviser les haines et monter les haines les unes sur les autres. Voilà, grosso modo, la haine doit être productrice de collectivité. Le troisième point pour une haine qui serait féconde, c'est une haine non pas des gens, mais des idées. Non pas de ceux qui portent des idées, mais des idées elles-mêmes. Une haine de la superstructure. Et c'est elle qui a été épargnée à Nuit debout, parce que l'irrévérence n'est pas assez forte, me semble-t-il, et c'est que mon point de vue personnel. L'irrévérence, l'incroyable irrévérence d'un rire face à des policiers, l'incroyable irrévérence d'un rire lorsqu'on en prend plein la gueule, l'incroyable irrévérence d'une position qui tient face à l'ignominie, face à la facilité. Cette irrévérence, ce fond d'humour, ce fond de rire séditieux, ce rire qui va lézarder la superstructure, voilà ce que permet une haine fondamentale. Ne pas attaquer les individus porteurs d'idéologie de haine, mais attaquer directement l'idéologie. Les individus se remplacent, et s'il y en a un qui tombe, un autre va le remplacer en prenant le même logiciel idéologique. Et donc plutôt que de s'attaquer aux individus, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie, traversons les regards, traversons les boîtes crâniennes, et comprenons que derrière quelqu'un qui tient un discours, il y a le discours lui-même. Et parfois c'est le discours lui-même qu'il faut attaquer, le discours lui-même. Si vous sabotez un discours, vous sabotez tous ceux qui, par masque et pure représentation, vont vouloir le porter et vont vouloir s'ériger en maître à penser, en maître du discours. Voilà le bon usage de la haine, et il me semble absolument fondamental. Alors bien sûr, on ne va pas en rester à ces valeurs. Je vais vous décrire dans les quelques minutes qui restent, et après on va discuter ensemble. Je vais vous décrire, bien sûr, c'est le but du jeu. On m'a donné cet exercice, je le prends avec joie, mais c'est voilà. Je vais vous expliquer
clé de lecture que je développe moi, et ça ne concerne que moi, mais ça peut peut-être vous inspirer, c'est le but de ma présence. Aujourd'hui, nous sommes avec nos démocraties plutocratiques. La plutocratie, vous savez ce que c'est? La plutocratie, c'est la démocratie des riches. Alors on parle d'oligarchie financière, mais arrêtons, il y a un mot pour ça, ça s'appelle la plutocratie. Oligarchie financière, c'est la plutocratie. Le gouvernement des riches, le gouvernement de ceux qui peuvent contrôler les médias parce qu'ils ont l'argent, de ceux qui peuvent contrôler, de ceux qui peuvent se faire élire et qui font tout dans une logique de compétition pour se faire élire et ensuite qui vendent le pouvoir qu'ils ont chèrement acquis au plus offrant. Vendre le pouvoir démocratique au plus offrant. C'est ça la plutocratie. Nous subissons une dérive de la démocratie en plutocratie. Et fondamentalement, dans cette dérive-là, nous avons deux logiques qui vont s'opposer. La première logique, c'est celle dans laquelle on patauge. C'est celle qui est partout constatable. Une logique de valeur. J'entends une logique de valeur. Des valeurs qui sont injectées au forceps dans la tête des enfants. Des valeurs qui sont injectées à travers les pages de pub, à travers l'éducation des militants qu'on donne à nos jeunes. Des valeurs qui nous mettent dans un fantasme à ciel ouvert. Nous croyons regarder la réalité du monde et nous voyons que ces valeurs qui apparaissent. Et je vais vous les nommer, ces valeurs. Elles sont au nombre de 4. Et elles constituent une logique que je pourrais qualifier de logique de compétition. Voilà l'ennemi. Et si nous voulons dépasser la logique de compétition, il faudra changer ces 4 valeurs-là, fondamentales. La première de ces valeurs, c'est la valeur de la vanité. C'est la valeur de la vanité, du bling-bling, si vous préférez un mot à la mode. Le bling-bling, la vanité, avoir les bonnes marques, pouvoir se différencier par ses modes de consommation, pouvoir en imposer à l'autre, et plus fondamentalement, la valeur de la vanité, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme autre mot si ça ne vous convient pas. Plus fondamentalement, il s'agit de petits bonheurs jouissifs qui jouissent au détriment du bonheur de l'autre. C'est-à-dire, et je vous dis l'équation très simple, tu es malheureux, ça me fait jouir, tu es heureux, ça m'entame. Et c'est ça qui est instillé partout. C'est un mode de logique de compétition et la première des valeurs, c'est cette vanité où on parade. Et la France est assez bien pour parader dans cette valeur et pour patauger dans cette valeur. Déjà Strabon, le géographe de l'Antiquité, Strabon disait que les Gaulois étaient extrêmement sensibles à la parure et lorsqu'ils gagnaient une victoire, ils étaient absolument arrogants envers les vaincus. Je ne vais pas faire de logique, mais c'est quand même très intéressant ce que dit Strabon. Cette logique de vanité, elle peut être contrecarrée par une valeur opposée à la vanité. Et cette valeur opposée, me semble-t-il, c'est la générosité. Plus nous développons la vraie générosité, un don qui n'attend pas de contre-don, plus nous allons sortir de cette logique de vanité qui jouit aux dépens de l'autre. On nous instille ces valeurs dans l'éducation nationale. Tu es le premier de la classe au détriment de celui qui aurait le premier avec toi. Dans une compétition totale où les uns sont ennemis des autres. Et où le but est de sélectionner socialement les élèves entre gosses de riches et gosses de pauvres. Et on se retrouve avec des classes ghetto où finalement, dans chaque classe, nous avons la compétition de l'individualisme qui est là. Alors que tous les prospectivistes le montrent. Les valeurs de demain, ce sera la capacité d'entrer en lien dans la collaboration effective. Si on veut faire de la performance, si on veut faire de l'argent, c'est la capacité de travailler ensemble. Et notre éducation nationale et tout ce qu'il y a autour en termes de valeurs, notamment putréfiées par la propagande commerciale, ce sont au contraire des valeurs de vanité et d'arrogance. Deuxième valeur fondamentale pour cette logique de compétition, la valeur de l'égocentrisme. Ça va très bien avec la vanité, vous voyez. L'égocentrisme, c'est toujours juger et jauger à l'aune de son propre ego. Ce jeu que je disais que c'était justement une fiction. Je vais tout ramener à moi. Je suis un consommateur parce que je le vaux bien. Tout, et donc du coup je ramène tout à moi. Je ramène tout à ma gueule, comme on pourrait le dire trivialement. Et ça, c'est aussi injecté partout. Et regardez le train de vie des stars, regardez ce qu'on donne à manger en termes en termes d'opinion, de préjugés, c'est de l'égocentrisme à plein régime. Les gens ne parlent plus que d'eux, de leur nombril en forme de siphon, et ils s'enfoncent dans leur nombril. L'égocentrisme a rongé cette démocratie. Et regardez nos élites politiques, elles sont toutes rongées, sclérosées, enquistées dans leur ego. Ce sont que des égos sur pattes et qui cherchent à sucer des lobbies au lieu de travailler sur le vivre ensemble. Nous devons rompre avec cette logique de l'égocentrisme et les jurys citoyens et les démarches citoyennes, c'est justement de dire là on n'est pas dans l'ego. L'opposé de cette valeur, je vous la donne dans une logique qui serait une logique d'humanité. L'opposé de l'égocentrisme, c'est l'épanouissement avec les autres, évidemment. Je ne m'épanouis qu'avec les autres. Et c'est le mot de Bakounine, le fameux philosophe éjecté de tous les manuels, qui a affronté Karl Marx en un temps. Bakounine, représentant de l'anarchisme, en fait, qui a une véritable philosophie de la liberté. Bakounine nous dit cette phrase fondamentale:
la liberté de l'autre, loin de nuire à la mienne, étant la mienne à l'infini. Je ne peux pas être libre tout seul. Si je suis le seul libre, c'est que j'ai des esclaves, ça marche pas. La liberté du genre humain, elle passe par la liberté de l'autre qui agrandit la mienne à l'infini. Et là, vous savez ce qui va complètement à l'encontre de cette valeur-là, de dire qu'on ne peut pas être libre tout seul, de dire que la liberté est un sport d'équipe, un sport citoyen, eh bien c'est notre façon d'aimer. Notre façon d'aimer, c'est tout sauf de la liberté. Nous sommes enfermés dans des petits accouplements étriqués et nous sommes complètement jaloux, et c'est aussi une valeur dont je vais parler, et nous regardons famille contre famille. Castoriadis, philosophe qui devrait inspirer évidemment Nuit debout, Castoriadis nous dit l'individualisme postmoderne, c'est pas toi contre moi, l'individualisme postmoderne c'est ma famille contre ta famille, et ça se fonctionne en famille, c'est la construction et la compétition des familles entre elles qui crée l'individualisme d'aujourd'hui. On n'est pas des unités de détresse comme disait François Châtelet, à crier tout seul, non, on crie en famille, si je vote c'est pour ma famille, si je veux gagner de l'argent c'est pour ma famille, pour les miens, et cette logique elle a l'air complètement démocratique, elle est totalement antidémocratique. Il faut élargir la sphère de la vulnérabilité au-delà de la sphère familiale. Sortir de c'est pour les miens, pour ma famille, en disant c'est pour le genre humain, c'est pour la France, c'est pour la République. Et donc sortir de cette logique d'égocentrisme. Troisième valeur délétère, qui nous évite évidemment une démocratie jouissive. Parce que l'enjeu c'est quoi? C'est de jouir du vivre ensemble. C'est d'être dans la passion de la démocratie. Aujourd'hui, dès qu'on parle de vivre ensemble, tout le monde s'endort. Demandez aux skateboarders, vous leur dites vivre ensemble, ils disent attends je prends mon skate, c'est bon. Le vivre ensemble est devenu une valeur absolument has-been, détestable, alors qu'il faut le rendre passionnant, parce que la démocratie est un combat, est une aventure de passion, est une aventure d'amour les uns avec les autres, véritablement. Et donc on a ringardisé, ils ont ringardisé la notion même de vivre ensemble, on en a fait une sorte de truc vaseux, alors qu'il n'y a pas plus dur que de vivre ensemble lorsqu'on ne peut pas se supporter. Il n'y a pas plus dur de vivre ensemble lorsqu'on a des étiquettes différentes et que dans les médias on nous dit qu'on est ennemis et que quand je vois tes problèmes je me dis mais c'est les mêmes que les miens et quand tu te mets à pleurer je me dis mais je pourrais pleurer pour les mêmes choses, mais les étiquettes empêchent cela. Malcolm X le disait très bien, méfiez-vous des étiquettes, il y a des étiquettes qui tuent. Les étiquettes aujourd'hui elles ne tuent pas, les étiquettes aujourd'hui elles nous divertissent de l'essentiel qui sont les affaires publiques. Et donc la troisième valeur, c'est évidemment la valeur énorme, fondamentale de la jalousie dont je parlais. Aujourd'hui, la jalousie est devenue une valeur à la mode, une valeur géniale. Le jaloux dans les couples, c'est celui qui aime. On a confondu jalousie et amour. Et quand il n'est pas jaloux, je suis très vexé. Il n'est pas jaloux, donc il ne m'aime pas. Où sont tes preuves d'amour? Montre-moi que tu as de la haine, mais une haine déconstructive, une haine contre le monde entier. Tu veux, tu me possèdes. Cette idée vendue depuis 40 ans dans les magazines féminins et ailleurs, d'un amour jaloux, d'un amour possessif, d'un amour où on tabasse des femmes et parfois des hommes, d'un amour où finalement on vit une magnifique histoire d'amour et on finit au tribunal à se partager la garde des gosses. C'est ça l'amour que l'on veut en démocratie, cet amour ratatiné. En Afrique, un fameux proverbe nous dit une chose extraordinaire. Faire un enfant c'est très grave, c'est très important, il faut être tout un village pour faire un enfant. Magnifique proverbe, et peut-être un proverbe qui pourrait inspirer nos démocraties mourantes européennes. Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas de village pour faire des enfants, on a peur du voisin, toute une propagande sur la pédophilie nous a montré que tout le monde est pédophile, potentiel, il n'y a plus de vie de quartier, plus de vie de village. Regardez les villes, regardez les voitures dans les villes, où vous voulez que nos gamins se baladent dans les villes avec le risque d'être écrabouillés. Les voitures aujourd'hui sont antidémocratiques dans les villes. Et les voitures aujourd'hui desservent l'idée que les enfants doivent s'inviter aux tables du festin de la démocratie. Et bien aujourd'hui, nous sommes dans la jalousie plébiscitée. Jaloux du nouveau smartphone que t'as et moi que j'ai pas. Jaloux du train de vie que t'as et que moi j'ai pas. Jaloux de la comparaison mutuelle. Et là nous sommes évidemment dans une situation, l'opposé de la jalousie, je vous le dis, c'est l'amour. Mais l'amour il fait peur, c'est un mot qui est tellement connoté. Je vais vous décrire ce que c'est l'amour. L'amour, c'est la jouissance du peuple, c'est la jouissance de l'autre, c'est la jouissance de celui qui partage la même police, c'est-à-dire la même cité. On devrait normalement tous s'aimer les uns les autres parce qu'on partage cette foutue cité. On la partage, on vit ensemble, on transpire ensemble, on tape ensemble, on est solidaires. Et les Grecs l'avaient bien nommé, ils disaient il n'y a pas de démocratie sans amour des citoyens entre eux. Ils appelaient ça la philia. Philia, philosophie, c'est connecté. C'est l'amour de celui qui partage les mêmes galères de vie. Et donc cet amour-là, on l'a totalement perdu, noyé dans de la jalousie des uns des autres. Et enfin la dernière valeur, qui est une valeur de logique de compétition et qui nous empêche d'être dans la logique de l'humanité, une valeur évidemment terrible. C'est la valeur de la confusion généralisée. Aujourd'hui, dire que tout est compliqué et qu'on ne comprend rien
bien, c'est évidemment le leitmotiv permanent. On passe notre temps à nous dire que la complexité doit être simplifiée. Même Steve Jobs le disait en considérant la simplicité comme son Graal et son Dieu, et la complexité comme l'ennemi à abattre. Alors c'est très bien pour des applications smartphone, la simplicité d'une interface c'est génial, mais pour l'être humain, il n'y a pas plus dangereux que de la simplicité, parce que se simplifier, c'est faire un pas de plus vers une dictature qui ne dit pas son nom, la dictature des émotions sur commande. Nous entrons dans une démocratie qui va se moderniser. Au niveau émotionnel, nous sommes déjà tous sous cachet. Nous sommes sous drogue. Nous tenons sous drogue. Nous prenons des drogues et la France en prend beaucoup en Europe pour pouvoir tenir dans des circuits qui normalement nous cassent les reins, nous cassent l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes dans cette valeur plébiscitée à outrance, cette valeur de la complication à outrance. Tout est trop compliqué, donc je lâche l'affaire. L'Europe, c'est trop compliqué. La démocratie, c'est trop compliqué. L'Assemblée, c'est trop compliqué. Nuit debout, c'est trop compliqué. Et je me retourne à mon divertissement de hamster. Eh bien, il faut opposer à cette logique de la complication l'amour de la complexité. Il faut devenir complice de la complexité. Dès qu'on vous dit c'est complexe, il faudrait que le gamin de 17 ans se mette à avoir un orgasme intellectuel en disant « Waouh, c'est compliqué, super ! On va tous se connecter, on va comprendre ce putain de truc compliqué !» Et ça s'appelle le questionnement. Et le questionnement, c'est la sève même de la philosophie. Il ne faut pas des philosophes dans la rue. Il faut que tout le monde devienne un tant soit peu philosophe. Il ne faut pas des maîtres à penser, il faut que tout le monde se mette à penser pour devenir philosophe. Sortir de la valeur de la complication et aller vers la valeur du questionnement savoureux, gourmand, jouissif, ça permettra de revivre un peu le vivre ensemble en sortant de nos cages et de nos roues. Je conclus très simplement avec 2 points très opérationnels sur Nuit debout qui me sont venus comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas passer, à mon avis, et ça se discute et on en discute tout de suite, vous ne pouvez pas passer à côté de la personnalisation du mouvement. C'est à mon avis totalement impossible. Et l'écueil de Nuit debout jusque-là, et c'était sa grande force, c'était se retenir à la personnification. Mais l'être humain, je l'ai analysé dans plusieurs livres, et notamment un livre sur l'ambition humaine. L'ambition humaine, ça marche comme ça. Je l'ai constaté sur 800 portraits d'ambitieux, de toute culture, de tout genre, de tout pays, etc. Quand je compare 800 portraits d'ambitieux, je vois que les ambitieux sont forcément suivis parce qu'il y a quelque chose dans l'être humain qui, plutôt que de développer une ambition personnelle, se rattache à une ambition narrative. Et que quand quelqu'un dit « j'ai un grand rêve, est-ce que tu veux venir avec moi ?» c'est beaucoup plus jouissif que de dire « moi j'ai un rêve et moi je veux le réaliser ». Je déplore ça. Je pense qu'en changeant l'éducation, en changeant les conditions effectives de démocratie, on arrivera à changer ce logiciel. Mais pour l'instant, c'est le logiciel actuel. Les politiques l'ont très bien compris. Et donc je pense qu'il y a une réflexion à mener sur l'idée de personnalisation du mouvement. Regardez mai 68. Aujourd'hui, bien sûr, Cohn-Bendit est un social trait de première, évidemment. Mais en 68, j'ai consacré un ouvrage là-dessus. En 68, il était très clairement encadré par les enragés de l'époque. Et c'est grâce à lui que tout d'un coup, on a pu avoir un faisceau, grâce à lui, mais en fait pas du tout grâce à lui, on a pu avoir un faisceau médiatique et une parole qui porte. Eh bien, je pense qu'il y a une grande réflexion à mener sur la personnalisation du mouvement. Surtout pas bien sûr, une pluralité, évidemment, mais cette pluralité, elle doit devenir visible. Et là, deuxième point, et j'en terminerai là, c'est qu'il va falloir opter pour le sabotage. C'est à mon avis la seule possibilité. C'est un sabotage généralisé, et pas simplement économique, mais généralisé. Le sabotage, c'est ce que pensait Nelson Mandela. Nelson Mandela voulait changer les conditions de l'apartheid, et il faisait du droit, et il va consulter des amis, des intellectuels, et il dit voilà, moi j'ai envie de changer les choses, j'ai la rage, j'ai la haine, j'ai envie de changer, j'ai envie d'amour, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles? Il y a plusieurs voies possibles. Il y a la voie Che Guevara, vous armez le peuple, vous donnez des kalachnikovs au peuple, et après c'est la boucherie, et c'est une voie qui peut fonctionner. C'est la révolution dans sa partie la plus sanglante. Et puis on lui conseille ce qu'a fait Gandhi, et Gandhi il s'inspire d'un philosophe Thoreau. Et Thoreau, il est pour la désobéissance civile. Et on lui conseille dans cette idée de désobéissance civile le sabotage de l'industrie, le sabotage qui permet de ne pas faire couler le sang. Et du coup, non, pas dans le sabotage justement. Et dans le sabotage, et parce que Nelson Mandela avait qu'une seule idée en tête, c'était la réconciliation, une fois qu'il y aurait la victoire. Bien sûr, il croyait en la victoire, mais il se disait si du sang coule, on ne pourra jamais se réconcilier.
Je pense qu'un sabotage doit exister avec lui debout et il commence par la tête, il commence par la superstructure. Il faut saboter l'idée d'une flexibilité obligatoire, il faut saboter le grand divertissement footballistique, il faut le saboter. Il faut saboter tout ce qui est de l'ordre de la poudre aux yeux qu'on donne au peuple pour qu'il ait l'impression de vivre en passant radicalement à côté de ses possibilités d'existence et d'épanouissement. Un sabotage idéologique, c'est ça que je viens proposer avec vous. Maintenant le débat est ouvert et je vous remercie. Merci beaucoup.